Salut à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que vous attendez avec très grande impatience et que j'avais très hâte à faire aussi. Donc on y est, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'ai fini le jeu, enfin putain. Alors est-il une réussite complète ou un échec? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, on est 117 à être abonnés, mais 96,8% à pas être abonnés les gens, donc s'il vous plaît, je vais atteindre les 1000 abonnés absolument avant 2024, ça serait sympa. Sur ce, on commence. Alors le scénario, il est beaucoup plus mieux que Breath of the Wild, il n'y a pas photo du tout. De toute façon, dans Breath of the Wild, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de scénario. Bon, après, le jeu est bien, mais il n'y a pas de scénario dedans, franchement. Là, au moins, il y a vraiment ce qu'il faut, quoi. Bon, il y aura peut-être quelques petits détails qu'on va ajouter, je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc le scénario commence ainsi, on voit Zelda et Link, comme dans le thriller, visiter les sous-sols du château. Il découvre une fresque et un mec bizarre, c'est Ganondorf, qui pète facilement les l'épée de légende avec ses miasmes. Chose que j'ai jamais compris d'ailleurs dans le jeu. Pourquoi elle s'est fait péter aussi facilement l'épée de légende. Bon, après c'est pour les besoins scénaristiques, mais bon, j'aurais bien voulu une explication un peu plus approfondie, parce qu'en plus là il les affrontait un Ganon affaibli, quoi, il avait pas retrouvé toute sa puissance, donc c'était pas logique, mais bref. Passons. Donc il pète un câble, tout s'envole dans le ciel, c'est ce qui fait du coup qu'il y aura 3 maps dans le jeu, dont j'expliquerai après dans le gameplay. Donc Link est projeté dans le ciel et Zelda est projeté sous terre. Et elle active son espèce de pouvoir qu'elle a avec son médaillon, qui est un médaillon Sonao. Donc elle remonte dans le passé, quant à Link qui monte dans le ciel. Donc et le jeu commence comme ça. Donc on va commencer Link à poil entre guillemets, c'est-à-dire en Kelbar, sans rien, sans armes, etc. Et avec 3 cœurs aussi, parce que tous ces cœurs se retournaient à 3 dès qu'il se prend les miasmes de Ganondorf. Pour les besoins du jeu, on comprend. Et comme dans tous les Zelda, on commence avec 3 cœurs. Donc, il retrouve l'épée de légende corrodée, complètement pétée. Il va sur l'île, il explore un peu tout. Il voit le bras de Raoru qui est dans son bras, parce que son bras est pété du coup. D'ailleurs, même moi qui ai fait le jeu, je sais pas s'il garde ce bras ou si. Enfin, je sais pas trop. Il me semble qu'il le garde, si je dis pas de conneries. Donc voilà, toujours est-il que Raoru lui parle. Raoru, c'est l'ancien sage des anciens temps de Sonao, le roi fondateur d'Hyrule avec la princesse Sonia. Là d'ailleurs où a été projeté Zelda dans le passé. Donc elle va comprendre comment s'est fondé le royaume. Je crois que c'était 1000 ans avant, ou un truc comme ça. Enfin, c'était un peu vague la chronologie de Zelda dedans, mais il me semble que c'est ça. Pendant ce temps-là, Link, sur l'île de Céleste, va récupérer, qui est la plus grosse du jeu d'ailleurs, soit dit en passant. Mais ça, on en expliquera dans le gameplay, parce que je trouve ça un peu une arnaque, la carte du ciel. Donc il va récupérer les 4 pouvoirs sur cette île, et après il va se rendre dans le temple du temps. Donc voilà, les petits robots vont nous expliquer vite fait tout ce qui s'est passé. Enfin, dans les grandes lignes, parce qu'il ne connaît pas tout. Il sait pour la princesse Zelda, donc il va descendre après dans la map d'Hyrule, qu'on connaît tous. Et qui est saccagé un peu de partout, il est un peu modifié, mais grosso modo, ça reste un peu la même topographie que dans dans Zelda Breath of the Wild, excusez-moi. Donc voilà, il n'y a pas de nouveauté de ce point de vue-là. D'ailleurs, même dans la suite de l'histoire, il n'y a pas trop de nouveautés parce qu'on devra faire comme dans l'autre Zelda, aller dans les 4 régions, c'est-à-dire le village des Piaf, le royaume Zora, enfin domaine Zora, qui est mon préféré d'ailleurs. Parce qu'il y a le parc Mifa, et ça c'est une nouveauté que je kiffe beaucoup. Le village Goron, que je m'en fous complètement et qui m'intéresse pas du tout, on va pas se mentir, ça n'a jamais été mon peuple préféré, mais là ils ont pas trop fait d'efforts, enfin je sais pas, je me sentais pas à l'aise. Et la vallée Gerudo. Enfin, le village Gerudo. Enfin, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, on va régler les 4 anomalies qui se passent dans ces régions-là. Car dans la région de Domaine Zora, il passe une espèce de vase qui recouvre tout. Dans le domaine des Pias, c'est une espèce de tempête de neige qui recouvre tout. Dans le Gerudo, c'est une espèce de tempête de sable. Et le dernier, dans le village Goron, je me rappelle plus trop ce que c'est. Je crois que tout le monde devient un peu dingo ou un truc comme ça, parce que je vous avouerai que je m'en foutais un peu. Enfin, j'en battais complètement les couilles, on va pas se mentir. Le village Goron, ça m'intéressait pas du tout. Donc, bref, on fait les 4 assez rapidement. Assez rapidement, parce qu'en fait, malheureusement, les donjons sont faciles. Enfin, si on peut appeler ça des donjons.
Il dure pas longtemps, c'est une trentaine de minutes par donjon. Les boss, tu roules complètement dessus, hein, ce qui est aberrant d'ailleurs. Parce que les monstres dans la plume, tu te fais chier à les battre, mais ça on en reparlera dans le gameplay justement. Donc bref, tu fais les 4 comme dans le premier, et puis une fois que tu as fait les 4, tu vas dans le château de Ganon où tu affrontes le fantôme de Ganon. Ou ses fantômes si on peut dire ça comme ça. T'en apprends un peu plus sur la princesse parce que du coup on avait appris que la princesse avait fait des sales coups apparemment aux 4 régions, mais en fait c'était pas elle, c'était Ganon qui s'était masqué en Zelda. Ça c'était intéressant et je crois que c'est une nouveauté dans les Zelda parce que dans aucun Zelda 3D j'ai jamais vu ça. Donc ça c'était bien foutu. Ça je suis d'accord, je valide. Donc voilà, on affronte les fantômes de Ganon. On a un peu de difficulté à les affronter quand même. Et puis une fois que tu l'as abattu, il faut trouver le dernier sage, qui est le cinquième du coup. Enfin le cinquième, si on compte pas Zelda, parce qu'il y a 6 sages dans le jeu en fait. Il y a Zelda qui est la sage du temps, il y a Babil qui est le sage du vent, il y a Sidon qui est le sage de l'eau, Yunobo qui est le sage du feu, Riju qui est le sage de la foudre, et Mineru qui est le sage de l'esprit. Donc voilà, c'est les 6 sages qui ont combattu à l'époque de Raoru et de Sonia contre Ganon et qui Raoru a réussi à le sceller. Ça on l'apprend dans les petites cinématiques qu'on récupère aussi à droite à gauche. Vous savez, là c'est les larmes du dragon du coup, mais dans l'autre c'était autre chose. On récupérait les souvenirs comme ça, et on reconstitue l'histoire comme ça. Du coup, comme ça en parallèle, on voyait tout ce qu'a vécu Zelda en attendant, et notre aventure en parallèle avec. C'est là où on comprend d'ailleurs que Zelda en fait elle a tout sacrifié pour restaurer l'épée de légende qui a été retournée dans le passé, grâce aux pierres Sonao. C'est grâce à eux d'ailleurs parce que les pierres Sonao en fait décuplent les pouvoirs des possesseurs qui les ont déjà en fait. Donc ça c'est intéressant à savoir, c'est-à-dire que les sages avaient déjà leur pouvoir en eux, mais que les pierres les décuplent. Et c'est pas la pierre qui fait tout, chose à savoir. Donc voilà. Et vu comme Zelda c'est une descendante des Raoru et de Sonia, et ben elle a les deux pouvoirs à la fois, elle a les pouvoirs de rétrospection et du temps. Ce qui est vachement cool et stylé. Et pété aussi pour ceux qui ont joué à Hyrule Warrior l'heure du fléau. Je recommande d'ailleurs très fortement. Donc voilà. Dans ce jeu-là, on va devoir récupérer l'épée de légende, non pas au bois perdu comme on faisait dans le premier, mais sur la tête du dragon blanc qui n'est autre que Zelda. Et là, du coup, il va pas falloir des cœurs, mais de l'endurance, qui est complètement différent de l'ancien jeu d'ailleurs. Il va falloir 2 barres d'endurance. Donc voilà, va falloir être costaud pour récupérer l'épée de légende, mais une fois que tu l'as, tu roules sur les ennemis, parce que quand tu l'as pas, par contre, tu te fais flinguer de tous les côtés, et ça on en reparlera un peu dans le gameplay avec, car dans le côté scénario, je m'éparpille un peu. Donc voilà, on récupère le cinquième sage, qui est d'ailleurs au fond de la Terre. Oui, parce qu'il y a 3 cartes, il y a la carte des abysses, enfin ça s'appelle comme ça, je ne me rappelle plus. Attendez, je regarde parce que j'ai pris des notes. Ah oui, carte des profondeurs, carte de la surface qu'on connaît tous, et carte du ciel. Il y a 3 maps dans ce jeu-là. Mais ça on en reparlera aussi dans le côté gameplay. Donc voilà, on récupère la cinquième sage. D'ailleurs c'est en plusieurs parties, hein, parce que d'abord on va sur l'île de la foudre pour récupérer une info, pour après descendre en bas dans les profondeurs pour faire le temple de l'esprit, machin. Donc voilà, une fois qu'on a éveillé les 5 sages, on doit techniquement faire l'épée de légende, la quête de l'épée de légende, mais moi je l'ai fait bien avant malheureusement. Enfin heureusement pour moi dans le gameplay, mais je veux dire malheureusement du côté scénario, parce que ça n'a aucun sens du coup. Parce que t'es censé tout apprendre à la fin, que Zelda c'est le dragon, etc. Enfin dans l'ordre chronologique des choses, c'est un peu bizarre. Et là tu retournes au château de Ganon. Alors du coup, c'est pas dans le château même, mais dans les profondeurs du château, pour bien ancrer que Ganon c'est le mal, etc., et qu'il va falloir tuer le mal à sa source, dans les racines en bas. Donc là, pareil, on est dans la fin du jeu, du coup, là. Et j'ai trouvé ça assez simple aussi. En tout cas, quand t'as les plats remèdes anti-miasme, là tu roules tout seul, parce que t'affrontes plusieurs hordes de monstres, je crois que t'as 3 ou 4 vagues, ou 5, je me rappelle plus. Après, t'affrontes Ganon une première fois dans sa forme normale. T'affrontes Ganon quand il utilise les pouvoirs de la pierre. Et tu le réaffrontes en mode dragon noir. Qui est aussi facile à battre que le dragon dans le temple du vent. Donc voilà, tu torches le jeu assez facilement. Et c'est vrai que la facilité des boss m'a choqué franchement. Ça c'est un truc vraiment dans ce jeu là. On en parlera encore une fois dans le gameplay. Par contre j'ai beaucoup aimé les OST, surtout de fin quand Link sauve Zelda pour de bon.
Parce qu'il vainc Ganon et il saute dans le vide comme il fait un peu dans le prologue. Puis il ramène Zelda, voilà, grâce à Raoru et Sonia dans son état d'origine. Puis les six sages refont un serment comme ils ont fait à l'époque pour protéger Hyrule, machin, etc. C'est la paix, etc. Fin. Donc ça c'est le scénario, c'était un peu long, j'aurais voulu faire un résumé plus rapide, mais voilà. Donc c'est un peu mieux fait parce que du coup on ressent beaucoup les émotions de Zelda qui est bien retranscrit, même les émotions des sages. Donc côté personnage c'est bien réussi. Voilà, même côté scénario, je veux dire, bon ça reste du classique, mais c'est intéressant parce que ça apporte du lore, les pierres Sonao, la technologie Sonao, etc. Même si j'aurais voulu un peu plus de détails, bon bah ça sera peut-être dans un prochain Zelda. Donc ça c'était pour les côtés scénario. Alors oui, ça va, il y a 18 cinématiques à récupérer dans le jeu, dont les principales cinématiques tu les récupères dans les larmes du dragon qui sont dispersées un peu partout dans la map. Et lorsque tu les récupères, ça fait une espèce de hiéroglyphe sur la carte. Ça c'est stylé, très stylé. Mais voilà, ça c'était pour le côté scénario. Côté graphisme, c'est bon, on reste sur Nintendo Switch, il n'y a aucune différence avec l'ancien jeu. Ce qui est vachement dommage pour un jeu qui est sorti en 2023 quand même, parce que bon, je m'attendais un peu à mieux. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est moyen quoi le graphisme, on va pas se mentir. Après, de ce que j'ai entendu dire, ils vont sortir un Nintendo Switch 2, qui aura un graphisme équivalent à la PS4, donc déjà ça sera beaucoup mieux, parce que bon, bah là c'est limite quoi pour un jeu 2023, on va pas se mentir, hein. Ça fait un peu polygone à certains moments quand tu regardes bien les détails de près. Et c'est ce qui est un peu dommage dans le jeu d'ailleurs, hein, parce que lorsque tu grimpes des falaises et tout, ça se remarque assez facilement. Donc voilà, pour ce qui est des musiques, il y en a 109, donc ça fait beaucoup des musiques. Des musiques assez paisibles de fond, pareil, qui poussent à aller dans la quête du scénario, etc. Donc j'ai bien aimé le Last Catch, qui est l'une de mes préférées. Il y a aussi la musique du Domaine Zora, mais du coup il y a Breath of Fire que j'ai aimé, parce que dans celui-là c'est un peu remixé, j'aime pas trop. De toute façon c'est des musiques principalement de Breath of Fire, mais soit remixées, ou soit... enfin un peu bizarre, mais ouais c'est un peu ça. Soit remixé ou soit pareil. Pas trop de différence de ce point de vue-là, mais ça pousse à l'exploration, c'est sympa à voir, j'aime bien, ça passe. Mais j'aurais voulu aussi qu'il fasse un peu des efforts à certains moments, parce que surtout pour les combats épiques en vrai. Parce que là, ça restait trop léger à certains moments. Il y a des moments où j'aurais voulu que ça soit, ça tape, ça. Voilà, que des musiques comme Wind Waker ou Ocarina of Time, lorsque tu affrontes les boss, tu sens que tu les affrontes, quoi. Bon, tu vas me dire, tu roules tellement dessus qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre de musique épique parce qu'il n'y a rien d'épique. Malheureusement. La durée du jeu, bah 85 heures. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai terminé. Et j'y joue toujours encore, car c'est ce qui est la force du jeu, justement, c'est qu'une fois que tu as fini le scénario principal, bah, tu peux raffronter le boss si tu veux. Il y a une petite étoile pour marquer que tu as fini le jeu quand même. Mais tu peux faire les quêtes secondaires, tout ce que t'as pas fait avant, quoi, ça c'est cool. Ça pousse à l'exploration, à y jouer après pour se détendre, etc. Bon, même si tu fais le jeu d'une traite, en vrai, tu mettrais beaucoup moins de 85 heures parce que j'ai beaucoup galéré pour beaucoup de trucs. Et ça, c'est ce qu'on va parler dans le côté gameplay, on y arrive. Le côté le plus long de la vidéo. Alors, le côté gameplay. Bon, bah déjà, dans l'inventaire du héros, nous avons les vêtements toujours pareils qu'avant. Ça n'a pas changé. Que tu peux améliorer avec les 4 grandes fées, il y a 4 niveaux de puissance, et je crois que lorsque tu améliores un vêtement à fond, ce que je n'ai encore jamais fait dans le jeu, tu obtiens un pouvoir spécial, de ce que dit la grande fée. Mais bon, quand tu vois qu'il y a des niveaux 1 ou 2 de vêtements, tu roules déjà sur tous les ennemis, bon, bah, enfin presque tous. À quoi ça sert? Et chaque vêtement a sa particularité, t'as des vêtements anti-miasme, des vêtements anti-froid, anti-chaleur, enfin un peu comme dans le premier pour le coup. Et plus tu les augmentes, plus c'est puissant. Et t'as beaucoup plus de vêtements que dans le premier d'ailleurs, parce que tu peux récupérer des vêtements de l'ancien jeu ou des anciens jeux, comme le masque des Midona dans Twilight Princess, ou dans Wind Waker, je sais plus s'ils appellent ça la cape du héros, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Là c'est bien foutu niveau fringues en tout cas. Même si au début on a des fringues tout pétées, tout éclatées, et qu'on y reste pour un bon moment comme ça. Les arcs et flèches, bah toujours pareil. La seule nouveauté, c'est que tu peux ajouter n'importe quoi au bout de tes flèches, n'importe quel matériau. Et ça vaut aussi pour toi comme pour les ennemis que tu affrontes.
Mais bon, je préférais les traditionnelles flèches de glace, etc. Parce que bon, là, ça perd un peu de son originalité. Et puis, tu utilises souvent les mêmes matériaux, comme les bombes qui est très efficace au bout de la flèche, évidemment, pour péter la roche ou vaincre les miasmes assez facilement. Les boucliers, toujours pareil. Aucune nouveauté de ce niveau-là. Oui, tout comme les flèches, les boucliers et les armes, ça, c'est toujours cassable, c'est du consommable. Sauf l'épée de légende, entre guillemets. Parce que l'épée de légende, du coup, du côté des armes, et ben, tu peux aller brisable au bout d'un certain temps, mais elle se recharge au bout de 10 minutes, comme dans le premier, il me semble d'ailleurs. Et tu peux l'amalgamer aussi avec n'importe quelle arme, c'est ça qui fait la nouveauté de ce jeu-là, justement. Et du coup, comme vous le verrez dans les images que je vais vous montrer, il y aura, quand c'est amalgamé, il y a un contour bleu autour pour dire que c'est fusionné avec une autre arme. Et du coup, ça augmente la puissance d'attaque. Donc du coup, même si on n'a pas la puissance d'attaque dit dans ce jeu-là, elle est à 30 pour ceux qui ne savent pas, comme dans l'ancien jeu. Voilà, et tu peux augmenter avec les différents matériaux. Mais par contre, une fois que le matériau se pète, enfin une fois que l'effet de légende se pète, même si tu l'as amalgamé, et bah elle retombera à 30 dans son état d'origine, quoi. Je faut savoir. D'ailleurs, quand tu as tous tes cœurs, et bah, c'est toujours pareil, tu peux envoyer une espèce de lame transcendante Zora devant toi. Ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours sympa. D'ailleurs, dans les armes, il y a les épées principalement, mais il y a des lances aussi, que tu peux tenir à une ou deux mains selon l'efficacité de l'arme. Donc ça, c'est assez stylé. Côté matériaux, il n'y a pas grand chose. Il y a principalement tout ce qui existait dans l'ancien jeu. Dans un matériau qui est très intéressant, les fleurs ravissantes pour faire justement les plans anti-miasmes qui va te permettre de rouler sur la fin littéralement. Donc ça c'est toujours pareil, tu les cuisines de la même façon que dans le premier jeu, ça fait plus ou moins les mêmes effets que dans le premier jeu. Et d'ailleurs à savoir quand c'est la lune de sang, du coup tes plats sont niveau 3 direct, ça c'est cool. Les artefacts Sonao sont la nouveauté de cet inventaire justement. Donc c'est chaque petit truc que tu peux créer dans les véhicules, etc. Donc par exemple, ça peut être un gouvernail que tu poses sur un machin, sur une planche. Ça peut être des espèces de fusées qui peuvent décoller dans le ciel, des ventilateurs que tu utilises souvent dans le jeu. Bref, tout s'existe dans la vraie vie, mais version Sonao quoi. Il y en a pas mal, c'est des petites boucles que tu peux récupérer dans les quatre coins de la map et qui peuvent être utiles à certains moments du jeu. Même si à chaque fois que tu explores un donjon et tout, généralement il y a tout ce qu'il faut dans le donjon en question. Mais voilà, ensuite il y a les options, voilà, et sauvegarde et tout ça. Et il y a les objets spéciaux. Donc il y a les 5 pouvoirs du jeu, c'est-à-dire emprise, amalgame, infiltration, rétrospection et duplicata. Duplicata est un cinquième pouvoir qu'on récupère un peu plus tard dans le jeu. Je ne me rappelle plus si c'est un quête principal ou si c'est optionnel, il me semble que c'est optionnel. Et voilà, en tout cas, alors emprise, oui, les 4 pouvoirs, on les récupère en haut de la map dans le début du jeu. Donc emprise, ça permet de prendre un objet n'importe où et de le coller à tout ce qu'on peut coller, tout ce que le jeu autorise à nous coller en tout cas. C'est comme ça qu'on construit un peu les véhicules que vous avez vus. Ensuite, on a amalgame. Donc amalgame, c'est ce qui permet de fusionner n'importe quel matériau sur les boucliers ou les armes. Ensuite, on a infiltration, le pouvoir qui permet d'infiltrer tous les murs en hauteur. Je précise bien en hauteur parce que ça serait en ligne droite dans n'importe quel mur, ça serait complètement broken, on va pas se mentir. On a rétrospection, c'est un pouvoir qui permet de remonter le temps sur un objet. Donc, par exemple, si une météorite tombe de ciel, ce qui arrive souvent, dans certains coins de la map, et bah, tu peux faire rétrospection dessus, monter dessus, et comme ça tu prends de la hauteur, et c'est vachement cool. C'est des pouvoirs qu'on utilisera d'ailleurs beaucoup dans les sanctuaires. Et duplicata, c'est un pouvoir qui permet de recréer directement n'importe quel véhicule que tu as créé, à condition que tu as assez de sonium, je crois que c'est le matériau qu'il faut dans le jeu, quoi. Voilà, qui est du consommable aussi. Dans le menu, toujours. Alors, on a le guide des personnages, il y en a 22 à débloquer, ça. Je crois que j'en ai bloqué 21. Dans le Ganondorf, Zelda, les sages, bref, il y a un peu tous les personnages qu'on a rencontrés dans le premier jeu. Plus de 3 nouveaux à tout casser. Alors, dans le journal d'aventure, c'est là où on va retrouver toutes les missions et quêtes du jeu. Donc, il y a les quêtes principales, celles qui permettent de terminer l'histoire. Il y a les quêtes secondaires qui sont pas obligatoires mais qui peuvent être intéressantes. Il y a les quêtes de sanctuaire que j'ai toujours pas fait, je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est peut-être pour construire un sanctuaire ou quelque chose dans le genre.
Il y a les missions, donc c'est aider les villageois, créer des repas, machin, enfin faire des bricoles comme ça. J'en ai fait quelques-unes, mais pas tous non plus. Il y a les souvenirs de l'aventure, donc c'est les 18 cinématiques voilà, qu'on récupère au fond du jeu. Alors il y a la fameuse carte, alors il y a le carte du ciel, carte de la surface et carte des profondeurs. Ensuite il y a l'album, ensuite il y a l'encyclopédie d'Hyrule. Alors l'encyclopédie d'Hyrule c'est ce que tu peux prendre en photo lorsque tu as débloqué la mission pour aller voir, je sais pas comment il s'appelle le professeur là, qui est au village des limites, si je ne dis pas de conneries. Vous savez, il y a un laboratoire, il va vous passer un appareil photo, que vous pourrez prendre tout n'importe quoi en photo, et comme dans le premier, vous aurez un détecteur soit de sanctuaire ou de ce que vous avez pris en photo. Par exemple, dans mon cas, ça peut être les fleurs ravissantes. Et comme ça bip lorsque vous n'êtes pas loin, et vous pouvez repérer assez facilement les fleurs ravissantes ou n'importe quel objet que vous avez pris en photo ou monstre. C'est vachement sympa, j'aime bien, c'est une sorte de Pokédex version Zelda. Donc pour ce qui est des cartes, alors la carte de la surface, comme je l'ai dit, elle n'a pas trop changé par rapport au premier. La carte des profondeurs, c'est une grosse nouveauté du jeu là. Donc en fait, contrairement à la surface où on va récupérer les sanctuaires et ça va permettre de se téléporter comme dans le premier à différents sanctuaires, la carte des profondeurs, elle, va se faire autrement. C'est-à-dire que pour la débloquer, on va devoir débloquer toutes les racines en bas. Et ça va ouvrir peu à peu le champ de la carte. Et pareil, on peut se téléporter à toutes les racines. Mais c'est une map un peu chiante, la map des abysses. Parce que c'est une map où on peut être souvent bloqué, parce qu'il y a souvent des murs qui sont inaccessibles en fait. Et c'est un coin assez particulier à débloquer, la carte de souterrain. Et qu'on fait beaucoup dans la quête, enfin beaucoup. Qu'on fait dans les quêtes principales principalement. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas débloqué à 100% comme vous pourrez le voir dans la vidéo. Et c'est là où on peut affronter aussi les anciens boss. Là, on va affronter le boss de fin. Il y a le temple à la fois des Gorons et de l'esprit. Tu peux aussi rencontrer des statuettes. Enfin, il y a des trucs assez sympas dans la map, mais tu y vas surtout pour le consommable. Voilà. Bah, c'était sympathique à faire. Fallait le faire, mais c'est pas ouf non plus. Il y a la carte du ciel aussi qui est super sympa. Mais ouais, je reviens à ce que je disais au début de la vidéo, c'est un peu trop la carte du ciel parce qu'en fait, la seule grosse partie du ciel, on va dire, c'est l'île du tonnerre et la map enfin l'île principale que tu fais dans le jeu, où tu récupères les 4 pouvoirs. Parce qu'en dehors de ça, c'est des petits îlots à droite à gauche qui sont sans grande importance, soit il y a un sanctuaire, soit c'est des temples. Parce qu'il n'y a que 2 temples aériens du coup dans ce jeu-là. Tu as celui du vent et celui des auras. Mais bref, ça va être principalement des petits îlots et je suis un peu déçu de ce point de vue-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas bien respecté leurs promesses, on va dire ça comme ça. Parce qu'on nous vendait du rêve et tout ça, mais la carte du ciel est assez peu exploitée pour le coup. Il y en a très peu, des îles où il y a des choses à faire intéressantes. Et ça, c'est le gros problème des jeux 3D en ce moment, avec des maps immenses, c'est qu'ils ont des maps immenses, mais on peut pas faire grand-chose. Mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Donc les boss, comme je l'ai dit, on roule dessus, les temples, on roule dessus avec. Par contre, on en chie un peu pour y accéder. Je pense notamment aux 2 temples aériens, que ce soit celui-là du village des Piafs ou enfin, pour le temple du vent et pour le temple de l'eau. On passe plus de temps à y accéder qu'à faire les temples ou à battre les boss en eux-mêmes, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que j'aurais vraiment voulu qu'ils corsent un peu le jeu et qu'on a des vrais temples à la Ocarina of Time ou d'autres jeux qu'on a pu avoir. Parce que là, tu te prends pas de plaisir à faire les temples, tu roules littéralement dessus, t'as l'impression en fait que c'est les quêtes secondaires limite et c'est pas intéressant. C'est tellement simple que tu roules dessus. C'est dommage de ce point de vue-là. Ah oui, dans ce nouveau jeu aussi, il y a les batteries, c'est une nouveauté, c'est ce qu'on peut débloquer par petit peu et c'est ce qui permet justement à toute la technologie Sonao qu'on a qui va faire le moteur du truc. Parce que si là on avait une batterie infinie, ben, on construirait des véhicules, on ne s'attendrait pas à trouver des chevaux ou à se téléporter à droite à gauche. Hein. Donc voilà, c'est la nouveauté du jeu. Les endurances et les cœurs, bah pareil, tu les trouves dans les sanctuaires comme dans le premier jeu. Tu peux avoir 40 cœurs maximum dans ce jeu-là, ce qui fait 2 barres de cœur, c'est-à-dire 40. Donc voilà, c'est pas en vrai une barre, ça suffit largement. Hein. Je veux dire, tu peux largement terminer le jeu avec, faire tout ce que tu veux, voilà. Par contre, quand t'as que 3 cœurs au début, t'en chies ta race, même dans la plaine. T'as toujours la tablette Sheikah que tu récupères. Les tours de reconnaissance, c'est toujours pareil que dans le premier, tu les débloques assez rapidement dans le jeu.
Et une fois que tu fais les blocs, bah là après c'est plus facile pour naviguer. Mais au début tu en chies vraiment. Parce que tu crèves d'un tout et de rien, d'un coup de froid, d'un coup de bâton que les ennemis te mettent. Les mogoblins sont limite plus difficiles à affronter que les boss en eux-mêmes dans ce jeu-là, c'est ça qui est fou. Et pour moi, bah, les vrais boss, ça reste toujours les Inel, hein, comme dans le premier jeu en fait. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas eu trop d'efforts non plus, c'est ce qui est vraiment dommage en fait. J'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet sur le scénario et les maps, mais pas les donjons comme c'était les critiques qu'on avait faites principales, et pas dans le reste non plus, pas dans les ennemis. Tout est pareil qu'avant, à deux trois détails près. Hélas. Hélas. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre dessus? Donc ouais, les ennemis, tu les affrontes principalement dans les trois maps, il y en a différents, etc. En termes de nouveautés d'ennemis, bah, je crois qu'il y a les dragons à trois têtes que j'ai pas encore affronté. D'ailleurs, en parlant de dragons, t'en as plusieurs dans ce jeu-là aussi. Tu peux monter dessus et avoir différents matériaux dessus, c'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, je me rappelle que pour l'épée de légende, j'en ai chié parce que j'ai pas fait les quêtes, on va dire, normales, c'est-à-dire de l'arbre rouge au début. Donc forcément, bah, le dragon était assez haut, faut t'en chier pour l'avoir. Il traverse pas les mêmes maps aux mêmes heures, enfin c'est compliqué. Très très compliqué au début. Et quand tu le fais, t'es content, et puis voilà. C'était pour moi limite la seule vraie quête du jeu en fait. D'ailleurs, en parlant de boss, j'en ai juste chié un peu pour celui du temple de... pas de l'esprit, mais celui des Gerudo. Parce qu'il est un peu dur à affronter et que tu comprends pas trop le truc. Et parce que forcément, j'avais pas fait assez de plats parce que c'est toujours pareil dans ce jeu-là. Les plats, ça fait absolument tout. Vraiment. Mais quand t'as assez de plats, en vrai, tu roules littéralement sur tout. Et en plus, quand t'as des amiibo, voilà, ça, c'est le pompon. Tu peux carrément avoir la tunique. Vous savez qu'on a dans Majora Mask, là, la tunique d'Omnic qui permet de faire tout ce qu'on veut. Enfin, qui permet d'augmenter une puissance d'attaque assez hard, quoi. C'est vachement cool. Donc voilà, c'est la difficulté du jeu pour moi, elle est pas bien foutue. Soit tu te fais rouler dessus, ou soit tu roules dessus trop facilement, et c'est ce qui est vachement dommage dans ce jeu-là. Donc pour répondre à la question du début, est-ce que le jeu est une claque ou pas? Ça reste une claque quand même, mais pour moi, il vaudrait peut-être pas la note qu'il a sur Metacritic ou sur jeuxvideo.com que vous afficherez dans cette vidéo. Pour moi, je lui mettrais peut-être plus un 15 à la rigueur, ça serait une note appropriée, 15 ou 16. Et pas les notes qu'il a eu en tout cas. Bon, sur ce les amis, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre mes vidéos. Et peut-être pourquoi pas, on traitera un prochain jeu d'ici peu. Allez, ciao!